Et donc, je vais donc vous accueillir, mesdames et messieurs, chers collègues, membres et amis de Pléiada. J'ai la joie de vous accueillir lors de cette conférence invitée donnée par Monica Costro et intitulée Relations entre les États, relations entre les chefs d'État, le discours diplomatique présidentiel et la pragmatique interpersonnelle. C'est la deuxième conférence de Pléiada qui se déroule à l'ombre de la guerre en Ukraine. J'ai parlé un petit peu de cette conférence avec monsieur l'attaché Jean-Luc Schneider et il a souligné l'actualité de cette problématique qui va être aujourd'hui traitée. Effectivement, on assiste ces derniers mois à un accroissement considérable des rencontres diplomatiques et grâce à Monica Costro, nous avons aujourd'hui l'occasion d'en aborder quelques manifestations de manière systématique et objectivée grâce à la mise en place d'une méthodologie d'analyse pragmatique et discursive. Avant de vous donner la parole, Monica, je veux juste dire à ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes linguiste, professeur à l'Université de Varsovie. Vos intérêts de recherche s'inscrivent dans le champ de sociolinguistique et de l'analyse du discours politique et médiatique dans une perspective contrastive franco-polonaise. Vous avez écrit de nombreux articles portant sur l'éthos des femmes et des hommes politiques et aussi sur l'expression des rapports de pouvoir dans le discours politique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous entendre parler et d'explorer les déclarations conjointes des chefs d'État qui ouvrent les conférences de presse. Et on est très curieux de découvrir et d'explorer avec vous ce sujet. Au nom du comité directeur de Pléiada, je vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation et je vous prie de prendre la parole. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. C'est un immense plaisir pour moi, mais aussi un défi. Tu as dit, Bernadetta, que c'est un sujet d'actualité. Je le perçois aussi de telle manière, mais je pensais plutôt aussi à une actualité symbolique, c'est-à-dire je me suis dit que j'avais choisi ce sujet pour aujourd'hui en guise de cessez-le-feu symbolique, puisque justement, depuis longtemps déjà, nous sommes entourés d'un discours guerrier, qu'il s'agisse des métaphores guerrières de lutte contre le coronavirus, auquel s'est succédé une guerre réelle en Ukraine. Donc, je sais que ce n'est qu'un cessez-le-feu symbolique, mais je pense que c'est bien de se rappeler qu'il y a aussi des moyens diplomatiques, pacifiques de gérer les relations internationales. Voilà, alors je fais le partage de l'écran. Je vais parler justement de la déclaration conjointe qui n'est pas un genre étudié, je pense. Et cette dénomination, en fait, c'est une dénomination qui est utilisée sur les sites de la présidence française pour désigner la double déclaration liminaire qui ouvre une conférence de presse tenue ensemble par deux ou plusieurs dirigeants à l'occasion de leur rencontre pendant un sommet international ou juste une visite dans un pays partenaire. Comme vous pouvez le voir, les deux dirigeants, le chef du pays hôte et son homologue étranger, dressent tour à tour le bilan de leurs échanges en tête-à-tête et plus généralement des relations entre leurs pays. Je vais me concentrer plus particulièrement sur la construction discursive des relations bilatérales, parce que ces rencontres peuvent être multilatérales ou bilatérales, donc je vais me limiter à l'analyse des relations bilatérales. Je vais analyser bien sûr le marqueur discursif de la relation interétatique et interpersonnelle, autrement dit relationnelle, mais j'insiste sur cette double qualification interétatique interpersonnelle parce que, comme je vais essayer de le montrer, elle se superpose dans la déclaration conjointe. Mon corpus que je présente maintenant, que j'annonce maintenant, je vais le présenter plus dans le détail tout à l'heure. Mon corpus est
constituée de 41 déclarations conjointes prononcées par Emmanuel Macron entre mai et décembre 2017, c'est-à-dire au début de son premier quinquennat. C'était une période de contacts, de rencontres, de réunions intenses pendant laquelle le président fraîchement élu essaye de s'affirmer sur la scène politique internationale. Pourquoi ce sujet? Tout d'abord, le discours diplomatique le semble relativement peu étudié, c'est-à-dire du point de vue linguistique, selon les approches de l'analyse du discours, par exemple. Donc, il y a une monographie de Constance Villard, le discours diplomatique, un numéro thématique de la revue Hermès sous la direction de Dominique Voltan, de la communication en diplomatie, et des articles particuliers consacrés à des genres spécifiques de ces discours, de ce type de discours, comme la correspondance diplomatique, le discours de l'UNESCO ou les discours tenus à l'UNESCO ou les discours tenus à l'ONU. Ce sujet me semble aussi intéressant parce que, comme l'observe Olivier Harifon, on peut distinguer deux registres de langue diplomatique. Le langage interne, codifié, utilisé dans les échanges entre les diplomates, et le langage externe, décodé par les experts et les journalistes, propre à la communication médiatique. J'espère que la déclaration conjointe, excusez-moi, c'est l'accent qui a été automatiquement effacé, j'espère que la déclaration conjointe peut se situer un peu à l'intersection des deux registres. Bien sûr, ce n'est pas du langage interne proprement dit, mais ce sont quand même les locuteurs et non pas les rapporteurs qui produisent ce discours. Donc, ils donnent peut-être un aperçu du langage interne. Et la troisième raison, c'est l'importance des relations directes entre les chefs d'État ou de gouvernement. Ces relations directes sont parfois dénommées la diplomatie au sommet. En polonais, dyplomacja na szczycie. Le terme vient bien sûr des sommets internationaux qui sont de plus en plus fréquents. Les déclarations conjointes ne sont pas uniquement propres au sommet, aux réunions internationales. Elles sont tenues aussi, elles sont prononcées aussi à l'occasion des visites de travail, de visites officielles. Mais quand même, je pense que toutes ces visites, toutes ces rencontres s'inscrivent justement dans témoignent de cette importance de des relations directes, comme l'a dit Bernadetta, surtout en temps de crise, en période de crise. Voilà, donc je peux vous montrer encore un exemple de réunion d'une vraie diplomatie au sommet informelle. Ce sont différentes photos de la rencontre entre Emmanuel Macron et Justin Trudeau lors du sommet du G7 à Taormine en mai 2017. Comme vous pouvez voir, la déclaration conjointe, ce n'est pas le seul discours, le seul genre qui relève de la diplomatie au sommet des rencontres directes et informelles. Je m'intéresse à la déclaration conjointe aussi parce que c'est un genre à fort enjeu éthique et relationnel. Un genre à enjeu éthique parce que les dirigeants, les chefs d'État construisent tout d'abord leur propre ethos de dirigeants, de leaders internationaux, et c'est bien le cas d'Emmanuel Macron, mais d'autre part, ils restent toujours les représentants de leur pays, donc ils construisent en même temps l'ethos de l'État. Donc il y a l'ethos individuel et l'ethos collectif qui se combinent. C'est aussi un genre à enjeu relationnel, ce qui découle de l'objectif même de la diplomatie, développer les relations internationales sur le mode pacifique et
conciliateur. Toutefois, il faut souligner que la déclaration conjointe ou le discours diplomatique en général obéit à une double contrainte. Bien sûr, d'une part, l'accent est mis sur la coopération, mais tout tourné vers la collaboration qu'il est, le discours diplomatique sert aussi à défendre les intérêts nationaux particuliers, ce qui demande bien sûr un choix habile de moyens de relationnel. Ce sujet m'intéresse aussi parce qu'il s'inscrit dans mon champ de recherche antérieur. Depuis longtemps déjà, je travaille sur le discours politique médiatisé, plus particulièrement sur le discours présidentiel, dans une perspective comparative interculturelle franco-polonaise et tous les genres ritualisés qu'on peut dire transculturels parce qu'ils balisent la vie politique dans plusieurs pays au même moment, comme les vœux présidentiels ou les débats des élections présidentielles, constituent des corpus fort intéressants de ce point de vue. J'adopte l'approche rhétorique, pragmatique, interactionnelle en me concentrant surtout sur deux objets d'étude, l'éthos d'hommes-femmes politiques et les relations entre les hommes-femmes politiques. Les deux sujets, les deux objets sont liés. Je rappelle brièvement la définition de l'éthos, c'est l'image de soi que l'orateur construit dans son discours pour contribuer à l'efficacité de son dire. C'est la définition de Ruth Amosi. Mais ce qui m'a frappé plus particulièrement dans l'étude de l'éthos, dans le discours politique médiatisé, c'est tout d'abord son caractère, sa complexité. Sa complexité qui se manifeste tout d'abord par son caractère multidimensionnel. Il comporte plusieurs facettes. C'est à la fois un ethos personnel parce que chaque homme politique, surtout aujourd'hui à l'ère de l'individualisation, de la personnalisation du discours politique, doit être un leader charismatique, doit être une personnalité. C'est aussi à la fois un ethos institutionnel lié au type de fonction que l'homme politique exerce, idéologique, lié à l'appartenance à un parti. Donc, il y a plusieurs dimensions qui s'imbriquent et qui se superposent. Et du point de vue de sa construction, l'éthos présente aussi un caractère relationnel, interactif, interdiscursif, qui est le mieux résumé, je pense, par Ruth Amosi, qui emploie le terme de gestion collective de l'éthos dans la vie sociale, et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne le discours médiatisé. L'éthos politique aujourd'hui est surtout construit en interaction, dans des interactions directes entre les hommes politiques, non seulement dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, dans différents types d'entretiens, interviews, mais aussi à travers, donc là on peut dire qu'il s'agit d'un vrai dialogue, mais il y a aussi cette dimension dialogique qui est créée, produite par les médias eux-mêmes, qui parfois crée une interaction, un dialogue artificiel entre les hommes politiques en mettant en rapport différents dires de différents endroits, différents locuteurs ensemble. Donc justement, Ruth Amosi insiste d'une part sur le caractère interactif de l'éthos et d'autre part justement sur ce caractère dialogique. L'éthos est pris dans la circulation des discours. Et du fait justement de ce caractère interactif, interdiscursif, il est aussi fort relationnel. On ne construit jamais son propre discours quand on est un homme politique dans le vide. Il faut se positionner par rapport à d'autres hommes politiques, par rapport à ses électeurs, par rapport aux journalistes. Donc, si vous vous rappelez la triade de Patrick Charodot, l'instance politique, l'instance citoyenne, l'instance médiatique, donc cet ethos se crée à l'intersection de ces trois instances. C'est pourquoi j'ai étudié, je vois Madame Krystyna Wróblewska-Pawlak maintenant, voilà, donc nous avons étudié ensemble justement l'éthos en interaction dans les relations interpersonnelles à travers notamment les formes d'adresse et puis
c'était déjà ma propre recherche, le discours, à travers le discours rapporté. Donc, pour moi, ces deux dimensions, la dimension éthotique et la dimension interpersonnelle, relationnelle du discours politique médiatisé sont fortement liées. Et donc, ce n'est pas étonnant que je me sois intéressée justement à la déclaration conjointe et au discours diplomatique. Le cadre théorique pour analyser la relation interpersonnelle dans le discours, donc, parce qu'aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur cet aspect du discours diplomatique, non pas sur la dimension éthotique. Elle sera mentionnée, mais ne fera pas l'objet principal de mon propos. Donc, le cadre théorique principalement utilisé pour étudier les relations interpersonnelles dans le discours, c'est la pragmatique de la politesse. C'est le modèle classique et la pragmatique interpersonnelle, je dirais classique. Je vais essayer de rappeler brièvement comment on est passé de l'étude de la politesse à l'étude de la relation en pragmatique. Je pense que tout le monde connaît bien ce modèle classique, donc je rappelle juste les grandes lignes. Le modèle de Penelope Brown et Stephen Levinson repose surtout sur la notion de face, empruntée à l'interactionnisme symbolique aux travaux de Goffman. Donc, c'est la valeur sociale positive revendiquée par un individu à travers ses actes verbaux et non verbaux lors d'une interaction. Brown et Levinson distinguent deux faces qui sont définies en termes de besoins psychologiques. La face positive, c'est l'image positive de soi, le besoin qui correspond au besoin de reconnaissance, d'acceptation, et la face négative qui correspond à l'espace personnel, au besoin de liberté. Et le deuxième pilier de cette théorie, c'est que tout acte de langage est potentiellement menaçant pour la face. C'est pourquoi nous avons besoin de politesse, entendue comme le travail de figuration, donc la préservation, le ménagement des faces des interactants. Et Brown-Levinson distingue la politesse positive et la politesse négative. Toutes les deux ont pour fonction justement de prévenir ou d'atténuer les actes qui menacent la face. Ce modèle qui est toujours très, très productif et très opérationnel a été critiqué, mais plutôt élargi, je dirais, que rejeté, que réfuté. Donc, le premier élargissement en linguistique française a été proposé par Catherine Kerprat-Orecchioni, qui a ordonné un peu l'appareil notionnel de ce modèle. Donc, elle est revenue à la définition de la face comme catégorie sociale et non besoin psychologique, en gardant bien sûr la distinction entre la face positive et la face négative, mais la face positive correspond plutôt à la face au sens goffmanien. La face négative correspond au territoire personnel, physique et symbolique, mais son plus grand apport, c'est de préciser ce que c'est la politesse positive. Or, elle observe que non seulement Catherine Kerprat-Orecchioni qui a ces observations, le modèle de Brown et Levinson supposé universel est au fond pessimiste, puisque justement il présuppose que même si nous commettons un acte positif, de politesse positive, c'est pour prévenir un autre acte menaçant, ce qui n'est pas vrai selon Kerprat-Orecchioni. Alors elle ajoute la classe des actes flatteurs. Donc la politesse positive est de nature productionniste, elle consiste à produire des actes flatteurs valorisant la face, et la politesse négative sert à éviter ou adoucir des actes menaçants, et les deux sont à égalité. La politesse reste chez elle le comportement attendu, mais elle élargit le spectre de comportements liés à la politesse aux relations interpersonnelles. Donc,
elle observe qu'on peut avoir des comportements qui sont ni polis ni impolis. Donc, il y a la politesse, il y a l'impolitesse, l'hyperpolitesse, donc des comportements qui sont trop polis, et la polyrudesse, donc des comportements qui sont à la fois polis, mais peuvent constituer aussi, mais un peu pervers, peuvent constituer aussi une attaque. D'autres approches critiques ont mis l'accent sur l'universalité de la notion même de face. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est justement cette observation que l'observation du caractère en fait négociable de la politesse. Et ce sont surtout Gina Allen et Richard Watts qui ont observé que la politesse est surtout une pratique sociale de négociation des relations interpersonnelles dont les règles varient selon le genre et les enjeux de l'interaction. Dans cette approche, il y a un glissement du point de vue du producteur au point de vue du récepteur. Donc, l'évaluation des comportements interpersonnels par les interlocuteurs eux-mêmes selon le contexte situationnel est ici la plus importante. Watts distingue un comportement qu'il appelle politique, qui serait neutre, correspondrait peut-être au comportement apoli chez Kerbrat-Orecchioni, et constate qu'en fait, les comportements polis, ce sont des comportements marqués par rapport aux attentes. Donc, ce sont en fait les attentes des interlocuteurs et leur évaluation de la situation, du comportement des autres participants à l'interaction qui prédomine. L'approche constructiviste élargit aussi le champ de recherche à l'impolitesse. Et ainsi, on peut observer justement un glissement ou un élargissement du champ d'étude de la pragmatique de la politesse, où la politesse est entendue comme un ensemble de procédés observables permettant une gestion relativement harmonieuse des relations interpersonnelles. Donc, on se concentre sur les relations harmonieuses. On passe ensuite de la politesse à l'impolitesse et finalement avec la pragmatique interpersonnelle qui s'est définie comme l'étude de la façon dont les acteurs sociaux utilisent la langue pour façonner et constituer leurs relations in situ. On passe à un élargissement final, je dirais, c'est-à-dire on ne s'intéresse qu'à la politesse ou qu'à l'impolitesse, mais à toute forme, toutes sortes, tout type de relations. Et pour moi, cette approche est fort intéressante parce que la politesse dans le discours politique, qu'il s'agisse du discours politique médiatisé ou du discours diplomatique, est un peu ambigu justement parce que en fait le discours politique médiatisé repose surtout sur une lutte pour la reconfiguration de rapports de force. C'est plutôt un affrontement, une confrontation d'éthos, d'identité que la construction d'une relation harmonieuse. Alors, dans un débat agonique ou dans une polémique, qu'est-ce qui constitue la norme, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut parler de politesse? Donc, justement, cette variabilité des règles de comportement selon le genre qui est mise en valeur dans l'approche constructiviste est ici très, très utile. En ce qui concerne le discours diplomatique, c'est un problème l'inverse. Donc, on peut dire que c'est un discours qui est hyper poli par rapport au discours ordinaire. Alors, qu'est-ce qui constitue un acte de politesse signifiant dans un discours où il n'y a que d'actes
de politesse, en fait, n'est-ce pas? Donc, justement, cette possibilité de négociation, d'évaluation de la norme du contrat de communication à partir des attentes est ici très, très intéressante pour moi. Donc, la pragmatique interpersonnelle représentée par Myriam Loher, par exemple, Richard Watts, Myriam Loher, c'est une chercheuse suisse germanophone, voilà, c'est pourquoi je prononce ainsi son nom. Donc, j'ai déjà présenté la définition, l'objet d'étude de la pragmatique interpersonnelle. J'ajouterais que le travail de figuration, le travail de face a été remplacé ici juste par le travail relationnel. Donc, justement, on étudie tous les moyens, tous les efforts qui sont fournis par les individus impliqués dans une interaction pour la construction le maintien, la reproduction ou la transformation d'une relation interpersonnelle. La pragmatique interpersonnelle, par conséquent, admet toute une gamme, tout un spectre de comportements interpersonnels qui présentent un caractère graduel, allant du comportement valorisant au comportement agressant la face. Donc, on exclut de l'étude aucune relation et je pense que l'accent mis sur la relation permet aussi de l'étudier à long terme dans son histoire, alors que l'étude de la politesse se concentre plus sur les interactions, sur les situations de communication particulières. Même si les outils, le marqueur discursif à étudier reste le même parce que leur éventail n'est pas si large, c'est plutôt l'approche les priorités, l'approche qui diffère. Donc, selon la pragmatique interpersonnelle, on observe des comportements, on ne parle plus de comportements polis, impolis, etc., mais des comportements marqués ou non marqués par rapport aux attentes normatives des participants. Le comportement non marqué, c'est celui que le participant juge adéquat au contexte. Et cette appellation, cette dénomination, comportement non marqué, me semble beaucoup plus neutre que le comportement apoli ou le comportement politique chez Watts. Les autres comportements par rapport aux attentes qui dépassent, qui se détachent, qui ne correspondent pas tout à fait aux attentes, ce sont les comportements positivement ou négativement marqués. Voilà. Et je passe, après cette introduction, je passe au discours diplomatique, à la déclaration conjointe. Alors, donc, au travail relationnel dans le discours diplomatique. Comme je viens de le dire, c'est un langage ou un discours poli par définition. Les études linguistiques se concentrent d'habitude sur les stratégies de politesse négative. D'ailleurs, dans la conscience, dans l'imaginaire collectif, la diplomatie, la langue diplomatique est associée à l'indirection, le flou, l'ambiguïté, et justement, ces stratégies sont d'habitude dire quelque chose de manière diplomatique, par exemple. Alors, ces stratégies sont privilégiées en ce qui concerne les études linguistiques ou en analyse du discours. Quant à ma présentation d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur les stratégies de politesse positive avec cette question justement: qu'est-ce qu'un acte de politesse signifiant dans un genre poli par principe?
Autrement dit, je me pose la question de l'efficacité des actes de politesse, surtout des actes de politesse positive, des actes flatteurs en tant que relationnels. Comment prouver qu'il ne s'agit pas de prouver ou comment faire pour faire croire à notre interlocuteur qu'il ne s'agit pas d'une formule vide d'essence. Je présente mon corpus encore une fois, cette fois-ci avec plus de détails. Donc, je viens déjà de dire qu'il est constitué de 41 déclarations conjointes prononcées par Emmanuel Macron entre mai et décembre 2017. Je me suis appuyée sur les transcriptions de ces déclarations qui sont publiées sur le site de la présidence française, mais celles ont été retenues, les déclarations concernant les relations bilatérales et dont la transcription était accompagnée d'un enregistrement vidéo qui permettait de vérifier la fidélité du texte transcrit et surtout d'observer la mimique et la gestuelle indispensables pour interpréter certains comportements verbaux, notamment les termes, les formes d'adresse. La façon dont se construit la relation interlocutive est conditionnée par le genre de discours qui assigne aux partenaires de la communication des rôles sociaux, interactionnels spécifiques et détermine les modalités selon lesquelles ceux-ci peuvent s'exercer. C'est pourquoi je vais commencer mon analyse par la présentation de la déclaration conjointe en tant que genre de discours diplomatique à partir des critères situationnels utilisés d'habitude pour caractériser le genre, le cadre participatif, le cadre spatio-temporel et la finalité, mais je veux me concentrer uniquement sur la dimension relationnelle. Le discours diplomatique investit le locuteur d'une identité institutionnelle, évidemment celle de représentants de leur pays, dont les contours stricts sont définis par le protocole. Cependant, les travaux sur le discours diplomatique soulignent l'élément subjectif dans ces interactions. Une rencontre diplomatique est toujours ou est aussi, peut-être pas toujours, mais est aussi, dans la plupart des cas, une rencontre humaine où le savoir-être joue un rôle considérable. Et je pense que c'est d'autant plus le cas lorsque la rencontre a lieu entre deux leaders, deux dirigeants qui sont de fortes personnalités politiques. Depuis l'article de référence de Roger Brown, de Brown et Gilman sur les pronoms de pouvoir et de solidarité, la relation entre les interlocuteurs est généralement décrite selon deux axes. L'axe vertical du pouvoir, la relation peut être symétrique ou dissymétrique. L'axe horizontal de la distance, la relation peut être distante ou de proximité, de familiarité. Certains chercheurs, notamment Catherine Kerpat-Recchioni et Christine Beal, pointent de plus la nécessité de prendre en compte la dimension affective des interlocuteurs, de l'interaction. Comment sont-ils disposés l'un envers l'autre? Donc, ce troisième axe est appelé l'axe des affects ou l'axe de la coopération et du conflit, et elle oppose les relations irénique et agonale. La relation interpersonnelle dans la déclaration conjointe, selon l'axe des affects, est une relation irénique, bien sûr. Et, étant donné la finalité de la diplomatie, je pense que l'axe des affects est ici justement le plus important, décisif pour le comportement discursif des locuteurs, parce que leur relation doit avant tout garder son caractère irénique. Il faut respecter les droits interactionnels de son partenaire, l'écouter en silence, ne pas l'interrompre. Il y a aussi des limites de ce qui est dissible, etc. Du point de vue de l'axe vertical, la relation entre les chefs d'État est par définition symétrique, car le discours diplomatique est régi par le principe de l'égalité souveraine des États. Et ce statut égalitaire des dirigeants et des pays
se traduit notamment par l'organisation du cadre spatio-temporel. Comme vous pouvez le voir, les deux interlocuteurs gardent la même position et ils disposent aussi du même temps de parole. Les intervenants se tiennent debout, côte à côte, chacun derrière un pupitre identique. Ils sont d'habitude devant les journalistes. Au fond sont placés les drapeaux de leur pays, les drapeaux respectifs de leur pays. En ce qui concerne le temps de parole, la déclaration conjointe consiste en fait en 2 discours monologues consécutifs. Le chef du pays hôte s'exprime en premier, passe ensuite la parole à son invité. L'un et l'autre disposent d'environ 4 à 8 minutes. L'égalité entre les locuteurs se manifeste aussi par le respect de leurs droits linguistiques. Chacun s'exprime dans la langue ou dans les langues officielles de son pays. À ce titre, il est intéressant d'écouter Trudeau qui alterne le français et l'anglais pendant ces déclarations conjointes. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, indépendamment du pays, indépendamment même de la situation où est tenue la conférence de presse. D'habitude, en ce qui concerne la France, c'est le palais de l'Élysée, mais il y a également voilà, des exceptions comme ici, mais le protocole est respecté, la même disposition, la même organisation spatiale. Enfin, en ce qui concerne l'axe horizontal, de cette relation, la finalité du discours diplomatique présuppose la proximité entre les pays, mais comme cette proximité a un caractère graduel, la dimension relationnelle est je pense, la plus négociable dans le discours diplomatique est justement sur cet axe que je vais me concentrer. Reste à savoir quelle est la place réservée à la construction de la relation interlocutive dans la déclaration conjointe, qui est un genre oral formel et plus précisément un genre écrit oralisé, contraignant, régi par le protocole diplomatique, plutôt monologal que dialogal. Or, l'observation du langage, du comportement verbal et surtout non verbal des locuteurs montrent qu'ils restent en interaction permanente et leur coprésence est un facteur décisif pour la forme finale de leur discours. Donc, malgré leur disposition côte à côte face aux journalistes, ils déploient une activité fatigue et régulatrice importante. Grâce à la traduction simultanée, ils s'écoutent mutuellement, ils réagissent, mais tout d'abord, sur le plan non-verbal déjà, ils produisent de nombreux signes de validation interlocutoire, selon le terme de Catherine Kerprat-Orecchioni. Donc, c'est l'orientation du corps, l'échange de sourires, l'échange de regards qui peuvent être interprétés comme des signaux d'écoute, comme des signaux fatigue. Il y a aussi sur le plan verbal des formes d'adresse directe, de reprise diaphonique, Monsieur le Président de la République, vous l'avez dit, etc., etc. Bref, loin d'être une simple représentation de rapports bilatéraux négociés préalablement, selon moi, la déclaration conjointe permet aux locuteurs de poursuivre devant les médias la construction de la relation interétatique et interpersonnelle qui les unit. La relation, je vais donc conformément à cette distinction entre la relation interétatique et la relation interpersonnelle, je vais commencer par la mise en scène de la relation entre les États qui est construite surtout à l'aide de moyens verbaux lexicaux, termes dénominatifs évaluatifs et pragmatique, pronom allocutoire et acte confirmatif. Je vais présenter ces moyens selon qu'ils concernent l'image de pays partenaires ou l'image des liens qui les unissent.
Dans le discours diplomatique, les États sont personnifiés, présentés comme des partenaires. La mise en valeur de la relation bilatérale s'effectue donc tout d'abord par la construction de leur ethos. Si la notion d'ethos s'applique en général à un locuteur singulier dans une relation interpersonnelle, l'analyse du discours distingue aussi l'ethos collectif, défini par Orkibi comme une construction collective qui concerne un groupe, un ensemble d'intervenants et d'individus. L'ethos des pays partenaires pourrait être considéré comme une variante de l'ethos collectif, à cette différence importante que l'identité commune n'efface pas ici l'identité singulière de chacun des deux sujets. Il s'agit donc plutôt d'un ethos que j'ai appelé conjoint, celui d'un couple formé de deux partenaires autonomes liés dans une action commune. Et justement, comme c'est un ethos conjoint où on respecte l'autonomie, il y a des procédés associatifs et des procédés dissociatifs qui servent à sa construction. Le premier moyen à fonction associative est l'emploi inclusif du pronom personnel nous et des formes grammaticales correspondantes, c'est-à-dire déterminants et pronoms possessifs. Parmi toutes les formes de première et de deuxième personne employées dans le discours d'Emmanuel Macron, celles de première personne du pluriel sont les plus fréquentes, comme vous pouvez le voir. Il est aussi intéressant de voir que à part les 186 occurrences de nous et ces équivalents qui se rapportent à la France, il y a 1392 occurrences de nous et ces équivalents qui désignent les deux pays partenaires ou leurs dirigeants, ce qui montre vraiment cette dimension coopérative relationnelle du discours. Voilà, donc si on regarde cet extrait, on voit bien que on peut observer ces différentes sens, significations, valeurs peut-être, oui, ces différentes valeurs du pronom nous. Donc la France et Danemark n'ont pas toujours la même vue sur l'Union européenne. Nous, donc les États, avons parfois fait des choix différents, ce qui n'empêche pas une volonté forte de travailler ensemble. Lorsque nous sommes vus en marge du sommet de l'OTAN, nous l'avons réaffirmé, 2 et 3, ce sont les chefs d'État, et finalement, nous, numéro 4, nous avons besoin d'une Europe plus efficace, c'est probablement la communauté internationale qui est désignée ainsi. Cette ethos de partenariat établie par le pronom nous s'affirme à travers d'autres termes qui expriment l'idée d'action commune. C'est tout d'abord l'adverbe ensemble, par exemple travailler ensemble, les adjectifs communs et conjoints, et l'adjectif commun est particulièrement productif. Il peut se rapporter à des actions communes, à des positions, stratégies communes, à des projets partagés, perspectives communes et enfin au lien historique entre les pays partenaires, l'histoire commune, l'héritage commun, etc. C'est aussi le rôle du verbe partager et de ses formes dérivées, par exemple partager une conviction. Le nous inclusif est accompagné d'expressions à fonction dissociative qui mettent en relief son double référent. Donc là, deux expressions sont particulièrement présentes, fréquentes dans deux pays, et l'un et l'autre. Par exemple, nous sommes l'un et l'autre convaincus que nos deux pays ont beaucoup à faire pour la transition écologique et environnementale. Un autre moyen consiste à employer ensemble les noms des deux pays dans les constructions telles que la France est X, entre la France et X, la France avec X, la France aux côtés de X, etc. Sur les 193 occurrences du nom France, 169 concernent des phrases qui parlent de l'Hexagone par rapport à un pays partenaire.
Et le dernier exemple de cette section, les différents moyens associatifs et dissociatifs sont souvent combinés et produisent un effet de synergie. Donc, nous avons les noms de deux pays, la France et l'Inde, l'adjectif commun, défi commun, le pronom nous et ses équivalents, notre échange, nous partageons, voilà, travailler ensemble, notre volonté partagée, le verbe partager, etc. En ce qui concerne la représentation de la relation entre les pays partenaires, donc après l'éthos des pays, des États, on passe à la relation, à la construction, la représentation de la relation. Ce sont surtout différents moyens d'intensification qui sont employés. Au premier rang des moyens qui servent à représenter la relation bilatérale figurent des procédés lexicaux, termes dénominatifs utilisés pour désigner le rapport entre les pays partenaires, termes évaluatifs, amélioratifs et intensifieurs employés pour caractériser leur qualité. Les rapports bilatéraux sont les plus souvent désignés par des termes génériques neutres, tels que relation ou coopération, qui sont 2 fois plus fréquents que les termes plus spécifiques comme lien ou partenariat. Cette importance du lexique dénominatif générique est d'abord due au fait que la relation interétatique comporte plusieurs dimensions qui reflètent la complexité des notions mêmes d'État et de pays, qui désignent en même temps une entité humaine, ensemble des habitants, nations, peuples, une entité géographique, historique et culturelle, la France d'aujourd'hui, la France d'autrefois par exemple, et une entité politique et juridique, autorité politique souveraine, gouvernement. Les dénominations génériques dont la portée peut être restreinte, limitée à n'importe quel domaine, à n'importe quelle dimension, permettent par l'ajout d'un adjectif ou d'un complément du nom, permettent d'envisager la relation bilatérale sous tous ses aspects. Plus particulièrement, le locuteur peut insister sur le secteur d'activité ou la période historique qui présente la coopération entre les deux pays sous le meilleur jour. Et là, je vous présente l'extrait d'une déclaration conjointe avec la première ministre polonaise Beata Szydło, voilà, où le 23 novembre 2017 à Paris, où Emmanuel Macron utilise justement cette stratégie de manipulation de différentes facettes de la relation bilatérale. Il ouvre son discours par une mise en perspective historique de la relation franco-polonaise, ce qui lui permet de faire l'éloge des liens entre les deux pays, malgré les points de désaccord qui les divisent actuellement dans le présent. Donc, il y a entre nos deux pays une relation historique forte, extrêmement dense, marquée par nos histoires, etc. Dans la suite de son intervention, il fait alterner les passages qui soulèvent des questions qui fâchent. Notre discussion sur le plan bilatéral a-t-elle d'abord consisté à évoquer la question délicate de la réforme de la justice en Pologne et la présentation des domaines où la coopération franco-polonaise se développe bien. Par exemple, relations fortes sur le plan académique et linguistique. Voilà, donc la plasticité de termes dénominatifs génériques permet voilà, de gérer les relations qui marchent moins bien. Elle permet également de nuancer la qualification de rapports bilatéraux, puisque comme je l'ai déjà dit, la déclaration conjointe implique l'image de pays qui restent en bons termes. C'est une vision idéalisée par définition, un langage poli par définition. Alors, si on veut produire un acte flatteur, un acte de politesse positive marqué, il faut recourir, donc signifiant, marqué signifiant, il faut recourir à des procédés
d'intensification, comme nous l'avons déjà vu dans les exemples 3 et 5. Donc, Emmanuel Macron utilise des adjectifs qui expriment une intensité forte, dense, forte, intense, vivace pour caractériser les relations, en renforçant davantage leur valeur par des adverbes intensifieurs très et extrêmement. Parmi les termes qualifiants, on peut aussi citer, qualifiant les relations, on peut citer aussi les verbes qui connotent la progression de la relation, accroître, aller plus loin, approfondir, jusqu'à aller à des énoncés hyperboliques. Voilà, nos deux pays sont engagés dans une relation bilatérale extrêmement forte et que nous souhaitons continuer à renforcer. Voilà, donc une relation n'est jamais trop forte. À part les moyens, les moyens descriptifs, dénominatifs, la construction de l'image favorable des rapports bilatéraux se poursuit sur le plan pragmatique à travers la gestion astucieuse de l'accord et du désaccord entre les pays partenaires. D'une part, il faut citer tous les actes confirmatifs dont le rôle est de réaffirmer devant les médias la bonne entente entre les deux États. C'est notamment, comme vous pouvez le voir, la fonction du rappel public de ces engagements précédents, antérieurs, et je veux ici vous redire. Cette formule est utilisée assez fréquemment. Comme le montre cet exemple, il s'agit d'un véritable acte performatif dont la force illocutoire s'exprime par la formule déclarative « je veux ici redire que ». Il a aussi une valeur d'intensification par son caractère sélectif, parce que ce ne sont pas tous les engagements qui sont réaffirmés publiquement. Donc, on peut ainsi montrer ceux qui sont prioritaires. Parmi les actes confirmatifs, il y a également des actes d'accord, qu'il s'agisse de l'accord à court terme conversationnel, vous avez tout dit, et je pourrais signer tout ce qui vient d'être énoncé, ou politique à long terme, où il est question d'une convergence de vues. C'est une expression très fréquemment utilisée par Emmanuel Macron. Et même vision, donc il y a convergence de vues, même vision, même vue, même volonté. Et là aussi, Emmanuel Macron utilise des termes intensifieurs, forte, grande, vraie, véritable, une vraie convergence de vues. D'autre part, les locuteurs cherchent à atténuer les divergences d'opinion entre eux. Là, c'est plutôt bien sûr une stratégie de politesse négative, mais je la mentionne quand même parce que les deux sont liés, l'accord et le désaccord. Les locuteurs cherchent à atténuer les divergences d'opinion entre eux, notamment en les présentant sous un jour favorable, comme la manifestation. Je devrais terminer. Oui. 5 minutes. Je vais essayer, oui. Donc, présenter les divergences comme la manifestation de la franchise, exprimer clairement ses vues, être très clair sur. Ces exemples sont intéressants parce qu'ils montrent que la norme, les attentes, donc le comportement non marqué, c'est en fait ici un discours voilé, et les euphémismes, n'est-ce pas? Donc, il suffit de parler directement pour produire un comportement marqué. Donc, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe dans le langage ordinaire. On peut également présenter les divergences comme provisoires. Et là, c'est l'importance du terme dialogue qu'il faut souligner. Dans le discours diplomatique, il devient un mot à double entente utilisé dans un contexte conflictuel. Il dissimule en fait une relation difficile. Voilà, mais il faut poursuivre le dialogue. Il ne faut pas interrompre les relations diplomatiques à tout prix. Et je passe à la dernière partie
de ma communication. Après la mise en scène de la relation entre les États, je passe à la mise en scène de la relation interpersonnelle entre les chefs d'État, parce que, et c'est assez important parce que les bons rapports entre les États sont réaffirmés par métonymie, par la bonne entente entre les chefs d'État eux-mêmes. Et cette bonne entente est suggérée tout d'abord par des signaux fatiques et régulateurs non verbaux qui sont les plus médiatisables, comme justement l'incontournable poignée de main dont la vigueur est censée refléter la force des liens entre les hommes politiques. Ici, nous avons l'exemple de la poignée de main particulièrement appuyée entre Emmanuel Macron et Donald Trump pendant leur première rencontre à Bruxelles. Là, nous avons un autre exemple, un bouquet de fleurs qui constitue un geste marqué par rapport au comportement attendu. Donc, c'est lors de la visite de Vladimir Poutine au fort de Brégançon. Cette mise en scène visuelle s'accompagne d'actes de politesse positive adressés aux dirigeants étrangers, parmi lesquels il faut citer le recours à des termes d'adresse informels et le renforcement et la personnalisation des actes flatteurs conventionnels. Bien que la formule de la conférence de presse n'oblige pas les locuteurs à s'adresser l'un à l'autre, le corpus ne comporte que 3 déclarations dans lesquelles Emmanuel Macron utilise exclusivement des formes de troisième personne pour désigner son homologue étranger. Dans les autres déclarations, il s'adresse directement à son partenaire en employant au total 331 fois le pronom allocutoire « vous » et des formes grammaticales correspondantes. À titre de comparaison, il n'utilise que 26 formes analogues pour s'adresser aux journalistes, ce qui confirme la dimension interactive de la déclaration conjointe. Le pronom « vous » permet de renforcer le lien interlocutif, mais la construction d'une relation cordiale s'effectue à travers des formes nominales d'adresse qui réduisent de manière graduelle la distance interpersonnelle. Donc, les formes standards non marquées expriment la plus grande distance, comportent obligatoirement un titre de fonction et, de manière facultative, voilà d'autres éléments. Mais ce qui est plus intéressant du point de vue de notre sujet, ce modèle formel dominant dans toute la déclaration est dans certains cas accompagné de constructions semi-formelles, cher plus prénom plus patronyme plus vous, voire informel, cher prénom plus tu. Précisons toutefois qu'il s'agit de formes ponctuelles glissées le plus souvent dans des actes de salutation, de remerciement ou de passation de la parole, juste pour signaler la proximité entre les interlocuteurs. Dans mon corpus, sur 36 chefs d'État, seuls 6 sont tutoyés et parmi les dirigeants, vous voyez, 6 autres sont gratifiés de la forme chère et il y a une occurrence chère président. Donc, j'ai essayé d'observer la suite de déclarations conjointes dans la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron et il me semble qu'il a adopté finalement la forme cher plus prénom plus vous. Le plus souvent, c'était cette forme utilisée même à l'égard des dirigeants du chef polonais, du chef du gouvernement polonais et le chef de l'État polonais. Voilà. À regarder de près l'identité politique de 13 interlocuteurs distingués par Emmanuel Macron par des formes cordiales, on constate qu'à 3 exceptions près, il s'agit des dirigeants européens. Dans tous les cas, le recours à ces formes sert à construire des alliances au sein de l'Union européenne que le président français se propose de réformer. On est au début du quinquennat. Cependant, 2 cas de figure sont à distinguer, celui des chefs d'État acquis à sa cause, comme par exemple Charles Michel, et celui des dirigeants réticents, notamment envers la révision de la directive sur les travailleurs détachés qu'ils souhaitent amadouer en anticipant sa complicité avec eux. C'est le cas de Beata Chevroux.
Les termes d'adresse amicaux accompagnent des actes flatteurs qui expriment l'intérêt, le soutien ou l'approbation que le locuteur veut manifester à son partenaire. Il faut mentionner notamment ici les salutations, les remerciements, les mots de solidarité et les compliments. En ce qui concerne les salutations et les remerciements, il s'agit des formules de politesse conventionnelles, protocolaires, qui ne trouvent pleinement leur valeur de marqueur de la relation que lorsqu'elles sont renforcées par d'autres moyens. Donc, les tournures d'accueil standard, je le plaisir, je suis heureux de, etc., se voient ainsi accompagnées d'intensifieurs grammaticaux. Je veux lui redire tout le plaisir que j'ai à l'accueillir. Je vous remercie et vous dis combien je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, etc. La catégorie de remerciements est beaucoup plus vaste et en dehors des actes conventionnels qui ouvrent ou clôturent l'interaction, elle englobe des énoncés plus spécifiques concernant la coopération bilatérale. Je vous remercie de l'engagement que vous avez vous-même pris de la présence française de l'enseignement du français. Et la valeur relationnelle dans tous ces cas, la valeur relationnelle de remerciement est de nouveau renforcée par trois moyens. La position initiale au début du discours, je tiens tout d'abord à remercier. La réitération, par exemple, au début, à la fin du discours, de la déclaration, et par l'emploi d'adverbes d'intensité ou d'affirmation. Je veux vraiment remercier, très sincèrement remercier. Et ainsi de suite. Parmi les procédés de marquage, d'intensification, il faut aussi mentionner, je pense, le cumul de ces procédés dans le même énoncé, comme ici, je suis très heureux, je tiens vraiment à nouveau à remercier, je suis très sensible à ce geste. En ce qui concerne les actes de solidarité, ils concernent d'habitude des messages de solidarité morale face à des attentats terroristes, catastrophes, etc. Alors, je ne vais pas les analyser. En revanche, les compliments sont aussi assez fréquents. Ils peuvent être relatifs à la politique intérieure. Je veux ici saluer les réformes que le gouvernement a conduites, relatifs à la coopération bilatérale. Et dans ces cas-là, ils prennent souvent la forme d'un acte expressif par lequel le locuteur fait part de son attachement personnel à la qualité de la coopération entre les deux pays. Et finalement, ils peuvent être adressés directement aux dirigeants étrangers. Voilà, vous vous êtes illustré constamment par votre engagement en faveur de l'apaisement, etc. Et le dernier moyen, le registre de l'intime, les actes flatteurs personnalisés. Si les actes de politesse présentés ci-dessus sont en soi conventionnels et ont besoin d'être renforcés pour redevenir des relations même à part entière, il y en a d'autres dont la seule présence dans le discours institutionnel est marquée en raison de leur caractère subjectif. Ils entremêlent les deux registres de l'intime et du politique pour construire l'image d'une relation bilatérale unique, pour singulariser cette relation. Le registre de l'intime peut, par exemple, se manifester par toutes sortes de confidences, de la diffusion d'informations concernant la vie privée des hommes politiques. Voilà. Et du fait de la conséquence de l'effet produit par ce mariage de deux registres intimes et politiques, fait que la relation
aboutit à la superposition de relations interétatiques et interpersonnelles dans le même discours. Ainsi, dans l'exemple 17, c'est d'abord la relation interétatique elle-même qui est décrite dans le terme propre à l'amitié comme rapport affectif, c'est-à-dire électif et singulier. Ici, c'est l'expression lien d'amitié sans équivalent qui est utilisée à cette fin. Dans d'autres déclarations, il y a des termes comme partenaire privilégié, relation singulière, quelque chose d'unique, etc. De plus, la relation entre les États se double de la relation entre les chefs d'État, décrite elle aussi dans le registre de l'intime, amitié réelle. Voilà. Et je passe à la conclusion. La diplomatie est traditionnellement associée à la retenue, au point que, comme je l'ai déjà dit, dans le langage courant, l'adjectif diplomatique est synonyme de prudence, discrétion, tact. Je cite le dictionnaire de l'Académie française. À plusieurs égards, la déclaration conjointe de chef d'État cultive cet art d'un équilibre prudent, celui entre le partenariat et la souveraineté qui s'incarne dans l'éthos conjoint, celui entre le consensus et le dissensus. Cependant, le discours diplomatique n'échappe pas au paradoxe de tout langage poli, comme nous l'avons dit, qu'est le risque intrinsèque de la mise en doute de sa propre légitimité, en fait. D'où la nécessité d'écarts emphatiques, du recours à des actes marqués au registre formel, et par rapport au registre formel qui légitime, authentifie, crédibilise l'image de bonne entente entre les pays partenaires. La déclaration conjointe cherche ainsi à singulariser la relation bilatérale. Deux stratégies sont mobilisées à cet effet, l'intensification et la personnalisation du discours. Plus particulièrement, le discours diplomatique joue sur le double registre de l'intime et du politique, en décrivant la relation institutionnelle entre les États avec des termes propres au registre intime et en lui superposant la relation interpersonnelle entre les chefs d'État. Et il faut dire que cette tendance s'inscrit parfaitement dans la tendance plus générale du discours politique observée par les politologues à l'individualisation et à l'expressivité croissante. Je vous remercie. Je vous remercie aussi au nom de toutes les personnes présentes à la conférence de cette présentation qui était très, très intéressante et très riche, et on regrette de ne pas pouvoir peut-être encore continuer à explorer les différentes facettes de ce discours conjoint des chefs d'État. J'invite peut-être qu'il y a maintenant la possibilité de continuer à explorer certains éléments plus particuliers. Je donne la parole à notre auditoire pour poser des questions.